Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com. Je suis aujourd'hui avec Gérard Fouché, comédien, metteur en scène, passionné de monnaie, d'économie, d'humain, d'utopie, de tous les sujets dont on parle depuis 14 heures. Et je vais redonner le numéro du standard 08 92 23 95 20 pour vos questions en direct. Je répète 08 92 23 95 20 et nous accueillons Julien. Bonjour Julien. Ouais, salut Lissandre, Monsieur Fouché, Michel, je sais plus trop. Super Gérard. émission. L'économie, le nerf de la guerre, le monétaire, le nerf de la guerre. Moi, je suis graphiste, je m'y suis mis il y a 2-3 ans. Je commence à vraiment bien comprendre le système. C'est pas donné à la base. On essaye. Par rapport à l'utopie, j'aurais tendance à dire que c'est le futur. Colomb, Galilée, qui ont tous été pointés du doigt, Oui. comme des fous, comme des machins. Au final, c'est ce qui fait notre présent. Donc, les utopistes, aujourd'hui, j'aurais tendance à les appeler les précurseurs. Et les précurseurs, en général, ils entraînent. Et là-dessus, j'ai une phrase que je me suis faite toute seule. La normalité d'aujourd'hui ne sera pas la normalité de demain. La normalité étant la majorité. Donc, l'utopie, heureusement qu'il y a des utopistes. Dommage qu'on soit vu comme des gens étranges. Après, par rapport à la dette, vous parliez tout à l'heure de la dette, à savoir quand même, il y a 500 000 milliards de dettes qui ont été créées. PIB mondial de l'économie réelle est de 60 000 milliards. Il y a une différence déjà qui est énorme avec l'économie financière et de 640 000 milliards, je crois, j'avais compté. Donc, en plus de ça, il faut compter la création monétaire que les Américains, les Japonais, les Anglais s'amusent à faire. 10 000 milliards en 5 ans, un sixième de l'économie réelle. Ça laisse songeur, ça fait peur. Mais enfin, voilà, quoi. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une question derrière tout ça, Julien ? Une question, pas forcément, parce que là, tout ce dont vous avez parlé, je me suis renseigné moi de mon côté. Après, une question, comment faire pour faire réagir un maximum de gens à tout ça, quoi. Plutôt que s'occuper des Leonardo, de toutes ces conneries-là, où au final, ça fait que diviser ces sujets-là, et c'est pas des vrais sujets de fond, quoi. C'est pas des vrais sujets de fond. Donc comment éduquer cette masse qui est, bon, moi j'ai un pourcentage de 75% de boubours, donc de suiveurs en gros. Donc c'est compliqué. Moi je suis vu comme un extrémiste de droite, de gauche, peu importe, selon ce que je dis. Mais bon, c'est difficile et c'est fatigant des fois de se battre. Enfin, j'ai lâché un peu l'affaire sur tout ça parce que c'est fatigant au quotidien de toujours expliquer, de toujours être vu de la même façon. C'est usant. C'est usant, ça fait pas forcément du bien aux psychologiques à force. Donc c'est vrai que j'ai tendance à lâcher prise et je laisse faire les nouveaux qui commencent à se mettre à toutes ces idées et qui commencent à nouveau à en débattre à d'autres et ainsi de suite. Enfin voilà, mais en gros j'ai pas vraiment de questions, mais en tout cas super émission. Voilà, un peu plus de gens comme vous, ce serait bien. Un peu plus d'émissions comme ça, ce serait bien. Ça rendrait les gens un peu plus intelligents. Tous les mercredis après-midi sur Radio Ici. Ah, mais je sais, et d'ailleurs, il va falloir me faire une carte d'abonnement chez vous, hein. Ça commence à me revenir cher, mon téléphone. Alors que j'ai un forfait illimité pas cher, normalement. Ouais, je suis désolé, Julien, mais bon, tu n'es pas obligé d'appeler. Tu peux aussi simplement nous écouter, c'est gratuit. Ah, oui. C'est peut-être parce que j'ai besoin d'être entendu. En tout cas, on t'a bien entendu, Julien. Oui, la difficulté de faire passer ces idées-là au quotidien, je pense que Gérard en sait quelque chose lui aussi. Mais bon, il faut pas lâcher l'affaire, hein, il faut continuer. Après, il y a les cercles d'influence. Enfin, moi, j'appelle ça les cercles d'influence. Selon sa résonance, son aura, c'est les gens qu'on touche. On va toucher plus ou moins de personnes. Et le but, c'est d'en toucher. Si on connaît 10 personnes dans son cercle d'influence, c'est d'en toucher une. Qui en touchera une, qui en touchera peut-être une, qui aura 100 personnes autour de lui qui pourront en toucher 10. Et ainsi de suite, boule de neige. J'aimerais que le monde change en quelques secondes, mais je crois qu'il changera en plusieurs années, plusieurs décennies. C'est dommage, mais bon, prendre son mal en patience. Oui, et puis continuer, hein, ne pas abandonner. Ne pas lâcher l'affaire. Exactement. Ah, ouais.
Bah, j'ai acheté le bouquin de Bertrand Leroy hier. Bertrand Leroy, excellent. Bah, je le salue aussi, Bertrand Bah, Leroy, je s'il suis nous écoute. souvent en discussion avec lui, je lui ai fait quelques petits logos et tout ça. Super gars, je vais aller faire son sentier avec lui, j'ai ramené d'autres potes. D'ailleurs, je suis encore vu comme un vieux malade de cette terre, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Bah, merci à toi, Julien. Merci Bah, beaucoup. merci à vous, et puis bonne continuation, bon courage, et tout et tout. Merci beaucoup. Salut, Julien. De rien, Au salut. revoir. Un commentaire, Gérard, sur ce que vient de nous dire Julien? Oui, oui, bien sûr. Merci Julien pour ce petit mot et pour quand même cette question. Oui, comment faire pour mobiliser, pour éduquer les gens? Je me réfère souvent, quand on me pose cette question-là, au colibri, au mouvement dont Pierre Rabhi, auquel participe Pierre Rabhi. Euh, L'histoire des colibris, vous savez, c'est le petit colibri, il y a un incendie de forêt, et puis le petit colibri, il va au lac, il prend une goutte d'eau dans son bec, il la jette sur l'incendie, il retourne au lac, il reprend une goutte d'eau, il la jette sur l'incendie. Ah, évidemment, le lion et l'éléphant qui sont en dessous lui disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ta petite goutte d'eau, là, tu perds ton temps. Tu peux pas éteindre un incendie comme ça avec des gouttes d'eau. Et le colibri répond, oui, mais moi, je fais ma part. Je fais ma part. Et donc, voilà, c'est la méthode colibri. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On fait son petit truc, chacun à son échelle. Voilà, il y en a qui amènent une goutte d'eau, donc d'autres un verre d'eau, d'autres un tonneau plein d'eau. Donc chacun fait son truc et puis chacun s'adresse à qui il peut et avec les gens. Et il s'adresse aux gens avec qui il peut communiquer. J'ai remarqué aussi pendant les années de recherche qui m'ont permis d'écrire ce bouquin. Les secrets de la monnaie, j'ai remarqué que chacun s'adresse un petit peu à un certain niveau d'êtres humains qui correspondent à son niveau à lui. Les ingénieurs parlent aux ingénieurs, les mathématiciens parlent aux mathématiciens. Bon, moi je suis artiste, comédien, donc je parle à un certain public. Et donc chacun, à son niveau, est indispensable. Et voilà, donc voilà, il suffit de continuer à faire ça si on aime le faire et si on a envie de le faire, bien entendu. Et bon, et effectivement, comme dit Julien, ça peut être peut-être usant par moment, ça peut être, on peut peut-être avoir envie d'arrêter, de s'occuper un peu de soi et de laisser d'autres gens prendre le relais. Bah oui, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a fini sa petite goutte d'eau, bah, on peut revenir à ses affaires et peut-être se ressourcer, peut-être se reposer un petit peu, peut-être se reformer à nouveau, chercher d'autres directions et puis plus tard revenir encore dans le monde et avec de nouvelles choses à dire. Voilà, il n'y a rien, tout va bien, quoi. Tout va bien. Oui, chacun a son rythme, chacun sa façon. Et sur l'exemple du colibri que vous donniez, peut-être que l'éléphant, en voyant justement ce petit colibri se démener pour faire sa part, se dit, ben moi j'ai les moyens, j'ai une grande trompe, j'ai un grand Oui. corps, je vais peut-être remplir ma trompe et aller verser des litres d'eau sur la forêt. Et sans le colibri, ben, cet éléphant n'aurait peut-être jamais pensé à ça. Enfin, évidemment, on parle d'humains, hein, on parle pas d'animaux, mais Complètement. la métaphore est exactement là. Celui qui a Ouais. plus de poids, peut-être qu'un jour, grâce à un petit, va se dire, ben, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux mettre, jouer ma part, jouer mon rôle dans tout ça. Donc Bien sûr. c'est indispensable que le colibri soit là au début et que Ouais. les petits participent. Oui, C'est tout à fait juste ce que vous dites et c'est la force de l'exemple. Alors bon, évidemment, il y a la parole, il y a à dire ce qu'on a trouvé, partager et communiquer là-dessus et partager les expériences, dialoguer, débattre, etc. C'est très intéressant. Mais faut jamais oublier de vivre selon ces principes-là. Et là, quelquefois, c'est pas facile, c'est une autre paire de manches. Et donc, et pourtant, c'est un aspect essentiel. C'est un mm. aspect essentiel parce que les gens, voilà, combien de fois on a changé nous-mêmes peut-être de comportement parce qu'on a vu un tel, ah tiens, il fait comme ça, ah ouais, c'est pas mal ça, je vais faire pareil. C'est très puissant aussi Et il ça. y a la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Exactement, Voilà, qu'on répétera jamais assez. Et ben, exactement. nous accueillons d'autres auditeurs, je vois qu'il y a beaucoup d'appels. On accueille Maxi à présent. Salut Maxi. Maxi, Oui, est-ce que tu es oui. là? Bonjour, Voilà, on je t'écoute. voulais vous poser une petite question euh, au revenu de base. Je voulais savoir comment vous positionniez cela par rapport à l'imposition des gens. C'est-à-dire que, si vous voulez, actuellement, on est dans une situation. Est-ce que ça a une influence sur le taux d'impôt des personnes?
est-ce que c'est compatible avec un niveau proportionnel comme celui qu'on a actuellement en France? Ou est-ce que ça veut dire quand on a ce revenu de base, on a une flat tax? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a une imposition zéro? J'arrive pas à comprendre la cohérence, en fait, avec tout cela, la coupe de l'affaire. La coupe de l'affaire qui dit que si on augmente l'imposition et si des gens qui ont un revenu de base alors qu'ils ne font rien, ils vont avoir tendance à ne pas forcément avoir envie de fournir une valeur travail. Oui. C'est ça ma question. Mhm. Oui, Gérard, allez-y. On en a parlé tout à l'heure. Maxi. Vous pourriez peut-être réécouter ce passage-là sur Internet quand ça sera disponible. On a dit en gros, mais on peut ajouter des choses, justement, parce que ce que vous dites permet de développer un petit peu ça. C'est le taux d'imposition qui m'intéresse. Oui, tout à fait. Alors, bon, on a parlé tout à l'heure de la courbe de l'affaire, justement, et on a parlé aussi des travaux d'un monsieur qui s'appelle Marc de Basquiat, qui a donc fait une thèse économique, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a démontré que un revenu de base est finançable demain sans changer les niveaux d'imposition actuels. C'est-à-dire juste en réformant la redistribution actuelle, les niveaux de charges sociales. Enfin bon, c'est un truc assez compliqué. Vous pouvez taper Marc de Basquiat, vous allez trouver ça. Basquiat, B-A-S-Q-U-I-A-T, Marc de Basquiat. Et donc vous allez trouver les éléments de cette démonstration-là, donc qui prouvent que si on veut financer un revenu de base par l'imposition, par la redistribution, et non pas par une réforme monétaire, c'est tout à fait possible dès maintenant, sans augmenter les niveaux actuels. Qu'est-ce qui donnera envie aux gens de travailler? C'est la confiance. C'est la confiance, on en a parlé aussi tout à l'heure. C'est le fait que, soit vous êtes obligé de travailler pour aller chercher des unités monétaires pour vous nourrir et vous loger, soit vous recevez des unités monétaires pour vous nourrir et vous loger, et vous décidez de produire ce que vous voulez après. Et en produisant ce que vous voulez, vous serez forcément beaucoup plus utile à la société par la richesse, l'innovation et la liberté que vous allez apporter dans votre travail. Vous serez forcément beaucoup plus utile que si vous êtes obligé de faire un travail qui ne vous plaît pas. Forcément que le rendement sera bien meilleur. Si je vous impose d'aller travailler dans un bureau ou passer des coups de fil dans une société de télémarketing ou autre chose toute la journée, forcément que vous n'allez pas être très rentable, très productif. Vous allez faire le minimum qu'il faut puisque ça ne vous plaît pas. Par contre, si je vous donne la possibilité de vous former, de décider ce que vous allez produire, de faire les recherches que vous voulez pour décider ce que vous allez produire, et de prendre le temps de vous former, de réfléchir pour savoir ce que vous allez faire, forcément que rien que le fait d'avoir le choix de ce que vous allez faire va vous rendre beaucoup plus utile. Qui fera le télémarketing? Je réponds à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des esclaves et des cannes à sucre. Quand il y a un métier où on a besoin d'esclaves pour couper la canne à sucre et qu'on supprime l'esclavage, est-ce qu'on se pose la question de dire « mais qui va couper la canne à sucre ?» On s'en fout. On s'en fout, Maxi. Le problème, c'est qu'on a des métiers qui sont obligatoires et qui soumettent des gens à une certaine forme d'esclavage, puisqu'on ne peut pas vivre sans monnaie, donc aller passer des coups de fil toute la journée pour faire du télémarketing. On peut dire que c'est une forme de travail obligatoire. Si on supprime la racine de ce travail obligatoire, forcément que ça va déclencher des réactions en chaîne qui vont faire que le gars qui avait une boîte de marketing, il va faire autre chose. Et ça sera certainement beaucoup plus utile que d'aller vendre des services inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est un facteur de progrès. Vous comprenez? Alors la grande question, c'est amusant parce que vous dites, mais qui va passer les coups de fil? La grande question qu'on entend souvent, je sais pas, je pense, Lisandre, vous l'avez entendu, c'est, mais qui va ramasser les poubelles?
C'est ça. Oui, les éboueurs. Oui, tout à les fait, éboueurs, c'est tout à ça fait. maintenant. À l'époque où on disait, où les anarchistes disaient il faut supprimer l'État, les gens disaient bah oui, mais alors qui va faire les routes? Bon, comme si c'était l'État qui faisait les routes. Mais alors maintenant, les gens disent ah bah oui, le revenu de base c'est bien, mais qui va ramasser les poubelles? Bon, Il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'y mette. ben oui, bon, mais peut-être que d'un autre côté, ça va nous faire réfléchir à est-ce qu'on a besoin de faire des poubelles? Parce que pourquoi on a besoin de ramasser les poubelles? Peut-être c'est parce qu'on a trop de trucs à foutre à la poubelle. Mais c'est Peut-être vrai, parce que on jette trop de faut trucs, bien parce faire le qu'on a un, ménage. attendez, peut-être que c'est parce qu'on a un mode de vie ou s'il n'y a pas un bel emballage, le truc se vend pas, parce que l'entreprise elle est obligée de mettre un bel emballage pour qu'elle puisse récolter la monnaie dont elle a besoin pour payer ses intérêts. Et peut-être que même si on continue à avoir envie de faire des grosses poubelles bien remplies, peut-être que, tiens, il y aurait peut-être quelqu'un qui inventerait un système automatique pour ramasser les poubelles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des systèmes dans certains pays du nord de l'Europe où il y a un gars tout seul qui est au volant de son camion. Les poubelles, elles sont posées par les gens à un petit emplacement bien précis qui est matérialisé par un petit cadre. Voilà, il suffit, au lieu de mettre de la poubelle n'importe où tous les jours, on la met dans ce petit truc-là. Et le gars, il passe avec son camion. Il y a une petite grue qui va ramasser la poubelle, qui la met automatiquement dans le camion, qui repose la poubelle, et le gars s'en va. Il n'est même pas descendu de son camion, il écoute la radio. Donc, le fait de supprimer des travaux euh, qui ne sont pas agréables déclenche une liberté nouvelle qui déclenche des possibilités d'innovation extraordinaires. Donc la question, Maxi, c'est pas. Je pense qu'il vaudrait mieux, plutôt que de se demander mais qui va ramasser les poubelles, il vaudrait mieux de se dire bon, on supprime la nécessité d'obliger des gens à ramasser des poubelles, et ça va libérer de la créativité. Et je vous garantis qu'il y a des tas d'entreprises qui vont inventer des tas de moyens de ramasser les poubelles sans qu'il y ait besoin de personne pour le faire. Oui, alors pour les autres métiers qui sont indispensables, qu'on n'arrive pas encore à automatiser et qui sont pénibles et desquels on pourrait penser qu'il n'y a pas grand monde qui aura envie de les faire, on peut se dire aussi, on va revaloriser ce qu'on donne aux personnes qui font ce métier pénible. Je pense aux infirmières par exemple. Effectivement, s'il y a un revenu de base, il y aura peut-être un peu moins de personnes qui auront envie d'être infirmières parce que c'est des semaines de 70 heures qui sont très pénibles et très dures. Donc on peut imaginer que voilà, quand on est infirmière, on gagne 5 000 € par mois. C'est pas quelque chose qui est inenvisageable, ni immérité d'ailleurs. Quand on est infirmière, on fait quand même un métier extrêmement dur, indispensable, donc on peut mériter comme ça d'avoir un salaire revalorisé, ou aussi partager le temps de travail, faire qu'une infirmière, on considère que c'est tellement dur qu'on ne travaille pas plus de 20 heures par semaine quand on est infirmière, et qu'au-delà c'est illégal, on peut aussi imaginer ça. Donc il y a plein de façons de rendre, acceptable, tolérable des métiers qui sont difficiles aujourd'hui, et en plus, comme le disait Gérard, il y a aussi toute cette libération des idées qui peut se faire suite à l'application d'un revenu de base, qui sans doute nous fera envisager des choses auxquelles on ne penserait même pas aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont impossibles à imaginer aujourd'hui. Si on vous avait dit à l'époque, si on avait dit à un possesseur de canne à sucre à l'époque de l'abolition de l'esclavage, oh mais t'inquiète pas, tu vas voir, dans une centaine d'années ou dans 200 ans, il y aura des gars tout seuls sur une grosse machine et puis ça va couper la canne à sucre tout seul et puis ça va les mettre en paquet et puis hop, ça va retomber à l'arrière de la machine et les machines. Et il aurait dit bah oui, mais les machines, comment elles vont marcher? Oh mais t'inquiète pas, on va découvrir du jus d'arbre qui a des millions d'années dans le fond du sous-sol et ça va marcher avec ce truc-là, un truc tout noir, tu vas voir. Le gars, il vous aurait traité de fou. Si on demande aux gens, si vous me demandez comment on va résoudre le problème des éboueurs, je ne sais pas. C'est à nous de faire confiance à la créativité humaine. S'il y a bien une chose qui est infinie dans un monde fini, c'est la créativité humaine. Maxi, une autre question? Merci à Radio Ici et Maintenant d'exister. Merci beaucoup Maxi, merci à toi. Merci Maxi. Merci de ton appel. Salut. Alors on va accueillir à présent Philippe qui est en attente lui aussi. Il y a beaucoup d'appels, donc on va essayer d'enchaîner un petit peu pour voilà, qu'il y en ait le plus possible qui puissent poser leurs questions. Philippe, pardon, bonjour à toi. Ouais, je t'en prie, ça On fait t'écoute. 17 minutes que j'attends, mais c'est pas grave. Oh, c'est comme désolé. Désolé. ça. Mais oui, c'est la vie. Je vous dis bonjour d'abord à votre invité et puis à toi-même. Bonjour Philippe. Et à tous les Bonjour, auditeurs. Moi, je voulais poser une question qui se réfère sur la création monétaire, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on constate
les États-nations et leurs déboires. On s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'évolution, entre guillemets, des différentes parties du monde, au niveau qu'elles soient européennes, asiatiques, Amérique du Sud, etc., on constate notamment en Europe aujourd'hui un changement presque radical des États du Sud par rapport à l'Allemagne qui se retrouve un petit peu solette, entre guillemets, par rapport à sa politique personnelle. Et on entend des... Alors c'est tout à fait nouveau, on entend aujourd'hui un phénomène nouveau qui veut que la France se positionne différemment par rapport à ses États, en se disant... On envisage peut-être, et ça sera la solution à mon avis finale, vous me direz ce que vous en pensez, aujourd'hui, la dette est tellement importante que les solutions au niveau politique ne sont plus réalisables puisque le pouvoir n'est plus entre leurs mains. Et même le gouvernement européen se dit, de toute façon, on arrive à un stade où la dette est tellement importante qu'il va falloir qu'on fasse comme les États-Unis, c'est-à-dire retourner à cette espèce de planche à billets infernale, dont les processus que tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui. On a depuis 10 ans des gens comme votre intervenant du jour et d'autres et bien d'autres qui nous informent depuis une bonne dizaine d'années de toutes ces informations et de ces conséquences. Mais finalement, ce n'est qu'une simple constatation, quoi. Et on se retrouve là, on va dire, dans l'espace des prochains mois, je crois pertinemment que, et je ne suis pas seul à le penser, que de toute façon, la BCE européenne va faire tourner la planche à billets. Alors moi, je suis très sceptique sur les perspectives individuelles de changement. J'en ai fait l'effort moi-même parce que je suis parti, j'ai quitté un métier qui me tenait à cœur. Je suis parti pour changer totalement ma vie personnelle et professionnelle avec des changements conséquents. Et je m'aperçois qu'au jour d'aujourd'hui, dans une société, les décisions qui sont prises sont complètement déconnectées d'une réalité. Alors, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire le pouvoir financier qui englobe toutes les perspectives de développement possibles, etc., qui les bloque par rapport à cette dette. Et on s'aperçoit que là, la France envisage de faire solidarité avec les pays du Sud par rapport à l'Europe, en se disant, de toute façon, la seule perspective qu'on ait, c'est soit on se retrouve dans une situation à la grecque, etc., mais qui ne va pas être possible parce que là, les politiques ont peur, quoi. On est arrivé je pense, à un terme d'imposition fiscale qui est complètement arrivé à un summum. Je pense que les gens n'iront pas plus loin, quoi. Et là, on entend depuis 2 jours le Parlement européen et certains pays qui réagissent en disant de toute façon, on va faire comme les États-Unis. On va faire tourner les photocopieuses. J'aimerais bien avoir une réaction de votre intervenant. D'accord, Philippe. Gérard Fouché te répond. L'éventualité là dont vous parlez, elle est fondamentale. Parce que, on s'aperçoit effectivement que le problème de la dette fait qu'on constate que dans l'ensemble de l'économie, pour payer la dette et les intérêts de la dette, il faudrait vider tous les comptes et il n'y aurait encore pas assez. Donc effectivement, la tentation, elle est grande de dire à la Banque centrale, vous allez créer des unités monétaires supplémentaires, vous allez créer de la monnaie, ce qui va permettre de rembourser la dette précédente. La question, c'est comment on crée. La question, c'est comment on crée, comment on fait fonctionner cette planche à billets-là. Parce que la création ex nihilo en elle-même, elle n'est prédatrice et inéquitable que dans l'état actuel des choses. L'état actuel des choses où, pour faire fonctionner la planche à billets, il faut obligatoirement créer une dette associée pour enrichir les émetteurs de la monnaie.
Et donc, là, on a un problème, c'est qu'il n'y aura jamais assez de monnaie pour payer les créditeurs, pour payer les créanciers, pour payer les créateurs de monnaie, le monopole, le sommet de la pyramide. Donc ça veut dire que on est dans la situation de, voilà, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, et puis le gars, il s'en sort pas, il n'arrive pas à vous payer parce qu'il bosse pas assez. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si vous êtes vraiment Non, intraitable... attendez, excusez-moi de vous couper. Ouais. C'est pas que le gars bosse pas assez, c'est que le gars bosse trop pour rembourser des choses qu'il ne suit, enfin, qu'il ne le suit, enfin, dont il n'est pas imputable. Oui, 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 on est bien d'accord. Oui, non, On non, est bien mais d'accord. attendez, on est bien d'accord. Oui, oui, bien sûr. Et donc le gars, donc je le formule à votre façon. Le gars, il bosse beaucoup, mais il n'arrive pas, il peut pas payer des choses qui lui sont pas imputables. Bon, donc qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, bah, il faut que tu bosses plus, ou alors il faut que tu arrêtes de bouffer, mon gars. Et puis moi, je m'en fous. Il y a qu'une seule chose qui compte, c'est que tu arrives à me payer. Donc, soit tu bosses plus, soit tu coupes tes dépenses, soit tu arrêtes de bosser, soit tu habites dans la rue, peu importe, je m'en fous, mais tu me payes. C'est la réaction du créancier. Intraitable. Or là, le créancier, il a beau être intraitable, le gars, il est en train de crever, le débiteur. Donc le créancier, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le faire crever quand même. Donc je vais lui réimprimer de l'argent pour lui donner de l'argent pour qu'il puisse me repayer. Ce qui est une absurdité évidente. Donc la question... Non, attendez. Vous êtes en train de me dire que la dette est recréée et qu'il recrée un crédit à son propre débiteur, mais c'est pas la dette que rembourse le débiteur face à son créancier qui rembourse la dette. Pardon? On est bien d'accord? Allez-y, répétez. Je répète le propos. Ouais. C'est-à-dire que le recrédit, entre guillemets, réattribué au créancier pour rembourser sa propre dette à titre personnel en tant que particulier, par exemple, Réattribué au débiteur. vis-à-vis d'une banque, le débiteur, Ouais. ne rembourse pas la dette représentée par la banque concernée. Puisque la banque concernée, lui, vis-à-vis, entre guillemets, de l'État, des particuliers, etc., sa banque n'est qu'une dette, enfin, la dette représentée ne représente qu'une créance de, comment dire, d'intérêt sur une dette. Ouais. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Ah bah c'est le chat qui se mord la queue, totalement. bien d'accord. Bien sûr, bon. C'est une absurdité totale. Alors ça fait 10 ans que des personnes comme vous, que d'autres intervenants économiques nous mettaient en face d'informations factuelles concernant la création de la monnaie, la création de la dette, etc., etc. Mais qui peut intervenir à ce niveau-là? Qui peut finalement, au bout du compte, créer une espèce comment expliquer ça, d'intervention pour annihiler cet effet? Personne. Moi, je vous répondrais, le seul moyen, c'est une prise de conscience individuelle et collective. Mais il n'y en aura jamais. Vous savez pertinemment que c'est parce que, au niveau informationnel, vous aurez toujours une partie importante de la population qui va être au courant, de plus en plus par Internet, etc. Mais l'urgence de la question fera qu'au bout du compte, on va arriver dans une espèce d'enclave d'asservissement économique dans lequel le particulier, lui, le citoyen, ne pourra pas réagir. Ce n'est pas possible. Alors, je peux peut-être vous dire quelque chose qui va peut-être, je dirais pas vous rassurer, mais peut-être vous permettre de réfléchir. Il y a dans le rapport que j'ai fait là au mois de juin, le manifeste des économistes déterrés là, où j'étudie un petit peu les modalités et les réflexions. Oui, je l'ai lu, oui. Bon, et en particulier de Adair Turner, qui est vraiment dans l'intelligentsia financière internationale. J'ai eu l'occasion d'écouter un discours de quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui est George Soros, qui est un des hommes les plus riches du monde et donc un de ceux qui a profité le plus grassement du système existant. Et ce monsieur-là, c'est un immigrant américain. Il vient de Hongrie, je crois, et donc il est âgé. Je connais bien son pédigré, oui. Bon, et donc il est âgé. Je crois qu'il a plus de 80 ans. Ah, ça, je connais pas son âge. Et donc il a connu les années 30. Il a connu 33, il a connu 39 et il a connu tout le reste.
Et donc j'ai entendu un de ses discours où il dit, voilà, moi je présente les travaux de ces économistes-là, en particulier de Adair Turner, qui sont très proches, ils se connaissent personnellement. Et donc Adair Turner qui n'hésite plus maintenant à dénoncer vraiment vigoureusement le monopole de la création par la dette et donc l'absurdité d'exiger pour les créanciers le paiement de dettes qui sont impayables, qui sont impossibles à payer, et donc la nécessité absolue de réformer le système et en particulier de réinjecter, de permettre aux débiteurs de payer leurs dettes avec de la monnaie émise à taux zéro. C'est un emplâtre sur une jambe de bois, je suis d'accord, mais bon, c'est une solution pour sauver la situation. Eh bien, ce monsieur, Soros, il dit il faut écouter ces propositions-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes c'était à l'époque en 2013, enfin là, c'était au début 2013, et il disait si on peut faire le rapprochement entre 2008, 2009 et 1929, en 2013, on est en 1933. Et on constate, on a à peu près les mêmes événements qui se produisent en France en particulier qu'en 1933 en Allemagne. Pire que ça. Voilà. Et donc ça nous donnerait 2019-1939. Et donc ce monsieur-là qui a subi toutes ces années-là vraiment de plein fouet, qui les a vécues, j'ai l'impression qu'il a un petit peu les chocottes. Oui, enfin, et qui vous se savez, dit... un monsieur comme lui qui manipule les pays par le biais d'associations, etc., je ne vais pas vous faire la leçon. Hein. Lorsque vous saviez qu'en 1922, un Deutschmark, $1 valait par exemple 4 Deutschmark et quelques, et qu'en 1930, un dollar, était l'équivalent de 350 000 Oui. Deutschmark, on est bien d'accord ? Oui, je suis d'accord. Donc, attendez, là-dessus. moi je veux bien toutes les analyses. Aujourd'hui, depuis, je vous dis, une dizaine d'années, on a plein de gens, économistes, indépendants, que ce soit vous, d'autres personnes bien informées, etc., qui analysent une situation donnée. On le sait tout ça. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un d'inculte non plus, je m'intéresse à beaucoup de choses, je comprends bien une situation, mais je veux dire, on arrive à un non-sens qui va forcément aboutir par rapport à cette création monétaire, à un non-sens qui va plonger... alors, ce n'est plus aujourd'hui à l'étage d'une nation, hein, à l'étage de 2 ou 3 pays. Ça représente un enjeu mondial, quoi. Je veux dire, c'est la finance internationale qui est mise en cause complètement. Et les échanges internationaux, depuis qu'on a mis en rupture toutes les ouvertures d'échanges financiers, qu'il n'y ait plus de contrôle des transferts de fonds, etc., etc., l'abandon d'un serpent monétaire à une époque. Mais qu'est-ce que tous les politiques disent aujourd'hui ? Qu'est-ce que tous les économistes disent ? C'est qu'il faudrait revenir à un contrôle d'échange, à un contrôle des rachats de sociétés internationales qui peuvent acheter n'importe quelle société dans le monde et en prendre le contrôle. C'est quand même aberrant, quoi. Même Jean-Claude Trichet récemment l'a déclaré à demi-mot. Il a dit qu'il fallait revenir à un contrôle d'échange, effectivement, des changes et des parités fixes et non plus l'échange flottant tel qu'ils existent actuellement. Alors je suis désolé pour Philippe, il a été coupé par la technique puisqu'il est arrivé au bout d'une demi-heure de temps d'antenne, donc il a été coupé. Donc on va accueillir Stéphane dans un instant, mais je vous laisse quand même terminer là-dessus, Gérard, en tout cas répondre à Philippe. Pour finir sur les craintes et le pessimisme de Philippe, que je comprends, hein, tout à fait. Voilà, je voulais juste terminer cette histoire et lui dire que au plus haut niveau, au sein même du FMI, au sein même de l'OMC et de la Banque mondiale, il y a des gens aussi, bon écoutez, moi je suis, bon peut-être que vous pensez que les gens qui sont mauvais resteront mauvais toute leur vie, moi je donne toujours le bénéfice du doute, enfin j'essaye, et donc je peux vous dire, parce que c'est ce que j'ai trouvé en cherchant un peu, je peux vous dire qu'au plus haut niveau du pouvoir pyramidal, il y a des gens qui se font du souci et qui se rendent compte que c'est un système prédateur, que c'est un système d'exploitation, que bon, ils s'en sont mis plein les poches pendant quelques siècles, quelques générations, mais que cela touche à sa fin et qu'il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde puisse s'en sortir avec le moins d'égratignures ou de blessures possibles. Pour partager votre sentiment de crainte et de pessimiste, j'ajouterais que
Si ces gens-là sont prêts à lâcher du lest sur la monnaie, la création monétaire et à revenir à des choses plus raisonnables, comme pourquoi pas un contrôle d'échange ou du désendettement par création monétaire, etc. Bon, après, les solutions sont à discuter. Si ces gens-là sont prêts à lâcher du lest sur ces domaines-là, c'est probablement parce que les prochains systèmes d'exploitation sont déjà en place, qui seront certainement encore plus subtils que ceux-là, encore plus indétectables, non moins prédateurs, mais en tout cas moins douloureux pour les gens qui y seront soumis. Et que donc, du côté de la classe dominante également, je pense qu'il y a une évolution, une prise de conscience qui est en train de se faire à ce niveau-là. Alors, est-ce que on avait des auditeurs en attente, mais malheureusement, il y avait Stéphane, mais il a raccroché. Donc, s'il rappelle, évidemment, je le passerai en priorité. Je rappelle le numéro du standard 08 92 23 95 20. Vous parliez des nouveaux moyens de contraindre les gens à travailler, de finalement continuer à les exploiter, puisque évidemment, on ne peut pas tirer un billet d'un cadavre. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, on peut plus faire d'argent. Donc, s'il reste que le 1% et que tout le monde est mort, effectivement, ils ne pourront plus s'enrichir. Donc, ils ont besoin, on le disait tout à l'heure, hein, les politiques, l'élite a besoin du peuple, il est nécessaire, comme le disait la phrase de Voltaire, une société bien organisée est une société où le petit nombre gouverne le grand nombre, le fait travailler, est nourri par lui, et le gouverne. Voilà, c'était ça la phrase. Donc, où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Donc, il y a vraiment cette idée que le petit nombre est totalement dépendant du grand nombre. Même s'il le gouverne, il est nourri par le grand nombre. Donc, voilà, évidemment, sans le grand nombre, sans les masses, l'élite, le pouvoir de l'élite s'effondre de lui-même et n'a aucun intérêt. Donc, il est important de maintenir une forme d'équilibre ou en tout cas un moyen d'esclavage subtil, on va dire, un esclavage doux ou tendre. Et précisément, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je sais que le revenu de base est notamment une idée qui est partagée par certains libéraux, est-ce que le revenu de base, mal fait, mal mis en place, mais d'une manière perverse, on va dire, ne pourrait pas être là aussi un outil de domination, un outil d'esclavage? En imaginant un revenu de base à 400 euros par exemple, ce qui ne serait pas suffisant pour vivre correctement, mais qui ferait un coussin qui permettrait d'avoir un semblant de consommation dans la société. Est-ce que vous pensez que mal fait, le revenu de base pourrait être utilisé comme ça? Pas forcément comme un outil de domination et d'exploitation, mais en tout cas comme un outil de diffusion du mécontentement. Ça, oui, bien entendu. Je pense que le jour où les politiciens vont se rendre compte, que l'instauration du revenu de base leur rapporterait, je ne sais pas combien, mais peut-être 5 ou 10% de suffrages en plus, ils vont se bagarrer pour le proposer. Pour l'instant, ils n'ont pas compris ça. Et je pense qu'il pourrait être gagnant sur un deuxième tableau, qui est celui de réduire le sentiment de révolte, d'inégalité et de colère qui fait bouillonner en ce moment l'ensemble de la population des pays occidentaux. Donc c'est vrai, mais je le vois plus comme un moyen, je dirais, de prolonger la survie d'un système plutôt que comme un nouveau moyen d'exploitation. Je pense qu'il y a mieux et plus subtil. Vous avez une idée d'ailleurs à ce sujet, de moyens plus subtils d'exploitation? Si on y réfléchit, oui, bien sûr, c'est en train de se mettre en place malheureusement. Quand on a cet esprit-là comme disait Voltaire, voilà, de vouloir s'enrichir, se nourrir et contrôler, l'idée, le moyen, l'outil essentiel du moyen d'arriver à ça, c'est de trouver des systèmes qui fonctionnent et qui ne se voient pas trop, de moins en moins. Et donc, par nécessité, ce sont forcément des systèmes centralisés, pyramidaux, parce que le grand nombre doit nourrir le petit nombre, donc on a instantanément une forme pyramidale, avec le petit nombre au sommet, qui contrôle la diffusion de l'outil de domination, et le grand nombre à la base, qui produit, et qui permet à la production de remonter au 1%, de ceux qui ont mis en place et compris et imaginé le système avant tout le monde. Et ce système-là, il existe en particulier, et ça, Olivier Aubert l'explique très bien. Olivier Aubert, A-U-B-E-R, qui parle de la non-symétrie des réseaux.
Et il se trouve que l'Internet actuellement est organisé selon des réseaux non symétriques dans lesquels, pour obtenir, bon c'est un petit peu complexe, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais en gros pour partager des informations actuellement sur Internet, nous sommes obligés de passer par des centres de réception et de réémission. Nous ne pouvons pas nous-mêmes recevoir de tous et émettre pour tous. Nous pouvons recevoir, mais pour émettre, le système pour l'instant est ainsi construit que nous devons nous connecter d'abord à un centre, et c'est le centre qui réémet à un grand nombre de gens. Donc, par construction, ce système génère l'émergence de centres. Chaque centre est une pyramide, puisque celui ou ceux qui l'ont mis en place peuvent contrôler les informations qui circulent sur leur centre, sur leur petite partie d'Internet, sur leur propre pyramide, et donc en tirer profit pour eux-mêmes. Et c'est ce système-là qui génère Google, qui génère Facebook, qui génère YouTube, qui génère Twitter, qui génère tous les réseaux sociaux auxquels nous sommes si contents d'appartenir. Et donc si on y réfléchit, là en ce moment, ce qu'on fait quand on passe des heures sur Internet, on travaille. Le travail, c'est passer du temps de vie à faire quelque chose. Or là, on consacre pas mal de temps de notre vie à construire des choses, à émettre des choses, à fabriquer des choses. Quand on fait une vidéo et qu'on la met sur YouTube, on participe à l'enrichissement de YouTube. Quand on met nos données sur Google, on participe à l'enrichissement de Google, etc., etc. Et donc, on peut très bien interpréter le fait de passer ce temps de vie-là, gratuitement, non rémunéré, comme du travail non rémunéré, mais qui permettent aux détenteurs de la pyramide locale de s'enrichir en utilisant ce temps de travail-là. Et le temps de travail, c'est de la production, par définition. Vous parlez d'emploi, de travail. Ça me fait penser justement aux travaux de Bernard Friot. Est-ce que vous connaissez les travaux de Bernard Friot? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui fait une distinction entre ce qu'il propose, le salaire à vie, et le revenu de base. Il considère que les deux idées sont fondamentalement différentes philosophiquement. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu ce sujet-là? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Superficiellement, je ne suis pas un spécialiste. Donc ce que je vais dire n'est pas forcément juste. Je crois comprendre que le système du salaire à vie repose sur une évaluation des compétences de chacun et donc la qualification de chacun. Donc voilà, si je me place d'un point de vue, si je prends pour référence les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, je ne peux pas autoriser qui que ce soit à évaluer mes propres compétences. Donc, ceci dit, pour Bernard Friot, à partir du moment où on est un être humain en vie majeure, on a déjà une compétence, une qualification qui est donnée à tout le monde. Pour lui, il n'y a pas besoin d'évaluer la première étape de qualification qui est universellement partagée, selon lui. D'accord, donc là on est sur la notion d'un partage des outils d'échange à égalité entre chacun. Voilà. Par contre, après, il y a effectivement, si on veut monter en niveau, si on veut atteindre le palier supérieur, là, il faut passer des examens de qualification. Enfin, examen, le mot n'est pas dit tel quel, mais en tout cas, prouver sa qualification, effectivement. Ouais, donc bon, je sais pas, faut étudier plus profondément, mais a priori, comme ça pose le problème de qui évalue la qualification, donc qui évalue ceux qui évaluent. Bon, on invitera Bernard Friot à nouveau pour lui poser plus clairement la question. Ça sera certainement très intéressant. Et je le salue aussi s'il nous écoute. Oui. Alors, on va accueillir Léa à présent, qui souhaite elle aussi participer. Salut Léa. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien justement, puisque tu cites l'exemple de Bernard Friot, ça va m'aider à vous dire, à mon avis, ce qui manque dans votre analyse. Alors d'abord, j'ai écouté votre histoire économique du monde. Bon, c'est intéressant et en tout cas, ça démontre, c'est pas le seul, mais combien l'économie est une science humaine. Première chose, importante. Mais justement, je pense que vous oubliez, enfin, quand vous décrivez, depuis sa genèse, le système économique et là où on est arrivé maintenant, eh bien, soit vous oubliez, soit, je ne sais pas, vous occultez volontairement
des choses, justement, que Bernard Friot prend en compte. Parce que, d'accord avec vous, pour dire qu'il faut, enfin, que le problème, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et que c'est sur cette base-là que ça fonctionne depuis longtemps. Et en tout cas, moi, c'est avec ça que je voudrais en finir. Mais, donc, bien sûr, c'est le sujet de l'émission. Vous parlez beaucoup, donc, de la question de la monnaie, mais vous oubliez complètement que pour ceux que vous appeliez peut-être bien des prédateurs, enfin les 1% là, qui ont tout accumulé depuis la nuit des temps, c'est que aussi, ils se transmettent tout ça, ce capital, ils se le transmettent de génération en génération par l'héritage. Et ils ne se transmettent pas seulement l'argent accumulé, mais ils se transmettent tout un patrimoine. Et enfin, bon, j'ai envie de parler de la dernière période, et surtout depuis 200 ans, ils se transmettent tout notre appareil productif, et avec lequel ils ont une énorme avance, avec lequel ils continuent à s'enrichir grâce à notre travail. Et c'est de ça, pour moi, c'est ça qui est important dans l'analyse justement de Bernard Friot. D'accord, donc pour toi, ce qui manque dans ce que vient de dire, dans ce qu'a dit Gérard Fouché depuis 14 heures, c'est l'idée des appareils de production et de finalement récupérer ces appareils de production pour les partager véritablement. Mais c'est une source c'est du vol et c'est une source de richesse énorme. Et ce que propose Bernard Friot, justement, c'est de leur enlever cette propriété-là pour que notre travail devienne constitue justement en un échange de services. Et l'égalité, elle est là. Si on occulte ça, alors j'ai envie de vous demander pourquoi. Et puis justement, alors je vais terminer avec un autre exemple. À propos de l'esclavage, l'importance qu'il a eu dans l'histoire de l'accumulation. Moi je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, depuis toujours, mais de plus en plus, il y a, disons, tu disais, il y a les esclavagistes disaient, mais après tout, ils travaillent, moi je les nourris, je les loge, etc. Mais aujourd'hui, il y a des travailleurs à qui on ne redistribue même pas de quoi se loger et se nourrir. Donc, ça n'est pas terminé, mais plus concrètement, dans les champs de canne, puisque vous avez pris cet exemple, figurez-vous que moi j'ai vu que ça continue. Dans la France coloniale et néanmoins départementalisée, paraît-il. Moi j'ai vu des travailleurs immigrés sans papier venant d'Haïti qui continuent à couper la canne. En plus, ils sont arrosés de pesticides particulièrement résistants et toxiques. Et justement, par rapport à ce que je disais avant, les terres en question, elles continuent à appartenir aux descendants des esclavagistes sur lesquels travaillent des gens à peu près réduits en esclavage. Et c'est pas fini. Oui. D'ailleurs, Léa, on va quand même écouter. Il y a du monde en attente aussi, donc là, je crois qu'on a bien compris ta question. Elle est très claire. Et effectivement, ça fait écho au travail de Bernard Friot, qui lui propose carrément d'interdire la propriété lucrative. C'est-à-dire, voilà. Là-dessus, je pense que je colle avec l'actualité. C'est pas du tout polémique de ma part. Je pense que c'est pour ça que Mme Taubira récolte autant d'insultes, parce que c'est ce que je pense depuis longtemps, après avoir vu ça, que je vous décrivais avant, c'est la seule voix que j'ai entendu demander la restitution des terres. D'accord. Alors, on écoute la réponse de Gérard Fouché. Merci Léa. Gérard. Merci. Alors là, vraiment merci Léa d'avoir posé cette question, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le problème de la transmission, des générations, des lignées, etc. Ouais. C'est bon. Alors. Il faut l'abolition de l'héritage. Oui. Bon, alors franchement, Dieu sait que je comprends votre indignation et Dieu sait que je la partage. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est creusons
creusons encore plus cette colère et cette indignation. Parce que bon, c'est vrai que c'est affreux de voir qu'il y a des gens qui, depuis des générations, s'en mettent plein les poches en exploitant d'autres gens, qui accumulent des richesses considérables, de l'immobilier, des terrains, de la monnaie, enfin des actions, tout ce que vous voulez, qui se permettent d'acheter le monde entier avec ces systèmes-là. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, qui n'ont même pas de quoi manger dans leur assiette ou de quoi de se loger, et qu'en plus, ce sont ces gens-là qui sont bien souvent, comme vous le dites, dans l'esclavage qui continue dans les champs de canne à sucre sous les tropiques et dans les dom-toms, ce sont ces gens-là qui continuent à être exploités pour les enrichir. Et ce sentiment de révolte et de colère-là, mais il est sain, il est fantastique. C'est vrai. Et alors j'ai envie de vous dire, creusons encore plus loin. Et si on dit, ah d'accord, donc c'est dégueulasse, il faut interdire la propriété lucrative. Ah d'accord, c'est dégueulasse, donc il faut les taxer. Comment on va faire? Comment on va faire pour interdire? Comment on va faire pour taxer? Si on ne donne pas à quelqu'un le monopole de l'exécution de ces décisions-là. Comment on peut faire pour forcer qui que ce soit d'ailleurs à faire quelque chose qu'il n'a vraiment pas envie de faire? Les riches, ils n'ont pas envie, ils ont envie de garder leur propriété, ils n'ont pas envie qu'on leur interdise de l'avoir, et ils n'ont pas envie qu'on leur prenne de l'argent, même s'ils l'ont gagné indûment. Donc ils vont trouver tous les moyens pour échapper à ça. Donc si on veut les obliger et les empêcher d'échapper à ça, il faut forcément donner un pouvoir de la menace, de la violence, à un centre de pouvoir. Il faut forcément un État fort, il faut forcément un fisc fort, il faut forcément donner à un petit nombre de gens, absolument pas à l'ensemble de la population bien sûr, il faut donner à un petit nombre de gens le pouvoir de faire réaliser ces décisions-là et de rétablir ces injustices-là. Non, on le fait nous-mêmes. Alors attendez, c'est nous-mêmes qui imposons les décisions. Non. Mais qui va envoyer les agents du fisc pour les saisir? Qui va envoyer la police pour les obliger à exécuter les ordres s'ils résistent? Qui va envoyer l'armée si la police ne suffit pas? Il faut forcément qu'il y ait un pouvoir fort au départ, même si c'est le pouvoir des citoyens, il faut qu'il y ait une représentation. Je ne pense pas que c'est vous qui allez avec un fusil menacer un riche en lui disant « j'ai décidé de t'interdire de garder tes champs ». Donc il faut forcément un monopole. Or, le problème, Léa, c'est que comment pourrait-on combattre un pouvoir violent, le pouvoir de l'injustice? Comment pourrait-on combattre un pouvoir comme ça en augmentant le pouvoir, en donnant plus de violence, en donnant plus d'outils de coercition? Comment pourrait-on arriver à faire une société juste et équilibrée si on donne le pouvoir à un centre de pouvoir d'exécuter nos décisions par la force? Comment peut-on faire autrement? Alors, attendez, je termine. Attendez, Léa, je termine. Et donc, il faut se poser cette question-là. Et si on dit, il faut forcément qu'il y ait une fiscalité plus forte, il faut forcément qu'on ait des moyens plus importants pour faire exécuter ces décisions-là, parce qu'ils vont résister. Qui va prendre possession de ce pouvoir-là? Ce sont les riches, ce sont les mêmes, ce sont ceux qui ont déjà le pouvoir qui vont le prendre, et leurs amis. Et donc on retombe au point de départ. Et donc là la difficulté, elle est que comment faire pour supprimer ces causes d'injustice, sachant que c'est très difficile de les résoudre par la force, par des règlements, par des interdictions. Comment on fait? Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je suis parfaitement consciente que l'État, avec son armée et sa police, ça ne sert qu'à les maintenir dans leur position de domination. Hein. Bah ouais. Oui. Donc si on dit il faut interdire la propriété, d'apprendre à s'en passer. Si on dit il faut interdire comme vous dites, si on dit. J'ai pas dit il faut interdire. J'ai dit qu'il fallait s'approprier des entreprises qui nous appartiennent, là où on travaille. Il suffit de savoir et de construire véritablement des liens de solidarité, de les mettre au travail comme nous, ni plus ni moins. Hein. On ne va pas les éliminer comme ils savent le faire dans certains cas. Il faut prendre le pouvoir dans les entreprises. La question de la démocratie sociale, pour moi, c'est fondamental.
Eh ben, allez. Si vous écoutiez, vous parliez de la question pyramidale tout à l'heure, mais moi j'ai envie, parce que ce qui m'embête, enfin quand j'entends ici et maintenant, j'ai l'impression d'entendre des intellectuels qui ne vivent que dans le virtuel et qui, depuis le 15e arrondissement, dans leur bocal, veulent changer le monde pour tout le monde. Mais il faut que tout le monde y participe. Ah ben alors là, si vous saviez comme je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vais partout pour essayer de discuter avec les gens. C'est une démarche dangereuse là, que j'étais en train de décrire. C'est une démarche, pardon? J'ai pas compris. C'est une démarche dangereuse à cette façon finalement centralisée, oui, pyramidale, de vouloir faire le bien pour tout le monde. Mais si vous écoutiez toutes les revendications, toutes les demandes justement des travailleurs, donc ces entreprises, si vous étiez à l'écoute, vous verriez à quel point ces revendications posent les bases des autres sociétés. Intéressez-vous-y, élaborez les vôtres, fédérons-nous et changeons le monde, mais dans la réalité, changeons la réalité. Arrêtons de rêver intellectuellement et dans le virtuel. Vous êtes dans quelle région? Mais moi, on s'en éloigne beaucoup. Hein. Vous êtes dans quelle région, Léa? Il marque des points. Hein. Léa, Gérard te pose une question. Vous êtes dans quelle région, Léa? Comment? Vous êtes dans quelle région? Oh, je suis... pourquoi? Je suis en Île-de-France pour le moment, mais... Eh ben, parce que on se rencontre et on fait une rencontre monnaie, société, entreprise, ouvrier, et on discute, on s'informe les uns les autres et on fait une stratégie et on bosse. Moi, je vous invite à aller dans les usines qui sont en train de fermer, dans les hôpitaux qui sont en train de fermer, qui sont occupés par des médecins qui vont passer devant les tribunaux à Paris, dont on ne parle jamais, ni sur cette radio, ni sur les autres. Mais voilà, c'est là que ça se passe, les choses. C'est là qu'il y a des choses à coordonner. Et je suppose que vous en connaissez plein, vous. Comment? Je suppose que vous en connaissez plein, vous. Mais je participe à ces actions-là, oui. Eh bien, envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un mail. Là où je peux, là où je vis. Hein. Je ne vais pas faire les choses à la place des autres. Eh bien, envoyez-moi un mail, Gérard. Là où on est, eh ben, on aurait gagné. Hein. Eh bien, Léa, envoyez-moi un mail, gérardfouché@gmail.com. Et on discute. Et on bosse. Mais non, moi je bosse avec les gens qui partagent mon vécu, qui n'en peuvent plus de ce système, qui sont en train d'en mourir d'ailleurs, et qui luttent et qui cherchent à se fédérer avec d'autres qui luttent, qui font la même chose vers d'autres objectifs. Et pas, je vous dis, pas intellectuellement, ni dans un bocal, ni pas décalé de la réalité. Eh ben, c'est une dernière chose. C'est pour ça. Attendez, Léa. Oui. C'est pour ça que je vous dis, envoyez-moi un mail, gérardfouché@gmail.com, et on se rencontre et ça me fera sortir de mon bocal. Oui, allez aux urgences de l'Hôtel-Dieu, par exemple, vous sortirez de votre bocal. Où ça? Vous avez sûrement des choses à faire, qui vous concernent autant que moi. Où ça? Aux urgences de l'Hôtel-Dieu, là. Oui. Par exemple. Oh là là. Oh là là. Bon, Léa, je suis désolé, on va devoir s'arrêter là puisqu'il y a encore 2 auditeurs et on approche de la fin de l'émission. Merci en tout cas. Très importante, très rapide. Oui, rapidement. Parmi les victimes de ce système, les plus grandes victimes, il y en a une, et elles sont nombreuses, qui s'appelle Leonarda. Donc je ne peux pas laisser dire, et je n'accepte pas que vous laissiez dire que c'est une connerie. Voilà, la lutte, c'est aussi autour de Leonarda qu'elle s'organise. D'accord, si tu veux, Léa. Merci à toi en tout cas, merci de ton avis. Au revoir. Merci Salut. Léa, à bientôt. On va accueillir à présent Thierry et il y a encore Marcus en attente. J'espère qu'on aura le temps de faire passer tout le monde. Je pense que Marcus aura le temps de passer. Thierry, bonjour. Désolé de l'attente, on t'écoute. Bonjour. Je vais essayer d'être court pour laisser ma place rapidement à la personne suivante. Plus qu'être court, être concis, c'est le plus important. Tout à fait. Je voulais savoir si on pourrait financer le salaire de base par la Banque centrale, alors la BCE ou la Banque de France, par création monétaire ex nihilo, tout comme on pourrait le faire pour les retraites, je pense. Et du coup, il pourrait y avoir des riches, des pauvres, mais personne ne serait lésé, et puis les gens ne crèveraient plus de faim, parce qu'il y aurait ce salaire de base qui serait mis en place. Hein. Et ça me paraîtrait plus juste pour tout le monde, en fait. Personne ne resterait sur la touche, parce que je pense qu'il faut éradiquer la pauvreté, mais pas la richesse. On devrait tous d'ailleurs être riches.
Et voilà, je pense que ce serait fondamentalement, à mon avis, plus juste. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, et puis je rends l'antenne, je vais réécouter la radio parce que le son sera meilleur que sur le téléphone. D'accord. Et je vous remercie beaucoup de votre émission. Merci à toi Thierry, merci de ton Merci. appel et de ta concision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Au à toi revoir. Thierry, au revoir. Gérard Fouché. Oui, bonjour Thierry. Merci de cette question. Bon, évidemment, le revenu de base, si on le met en place d'un point de vue monétaire, c'est une création monétaire qu'on pourrait qualifier de par chaque citoyen au profit de chaque citoyen. Et donc, évidemment, dans un monde idéal, il conviendrait que ce soit fait par un système où l'adhésion serait volontaire et par un système complètement indépendant du système des banques centrales, puisque le système mondial des banques centrales, absolument tous les pays dans le monde, à une ou deux exceptions près, ont une banque centrale et tous les États du monde sont obligés d'emprunter la monnaie nécessaire à leur financement et à leur économie à leur propre banque centrale. Donc bien entendu, faire créer le revenu de base par la Banque de France ou par la BCE, ça veut dire qu'on conserve le système des banques centrales. Et en fait, le gros problème, c'est que le système financier ait pris possession d'un outil citoyen. Un système de crédit mutuel et d'échange mutuel, c'est un outil citoyen, c'est un besoin citoyen, c'est comme l'air ou comme l'eau. C'est quelque chose qui circule entre les citoyens. Et donc, dans un monde idéal, on ne peut que le décentraliser totalement et que chaque citoyen soit responsable de sa propre part de crédit ou de débit personnel. Et donc, c'est incompatible avec l'existence d'une banque centrale. Ceci dit, il y a une proposition en particulier par un économiste qui s'appelle Yolande Bresson. Yolande comme Yolande mais sans E, c'est un monsieur. Et donc Yolande Bresson propose l'instauration d'un système de monnaie locale. On n'a pas eu le temps de parler des monnaies locales et des monnaies complémentaires, mais c'est un outil de formation citoyen fondamental, extraordinaire. Il y a des dizaines et des dizaines de projets de monnaie locale en France en ce moment, il faut le savoir, et c'est une reprise par les citoyens de la notion même de monnaie et de se réapproprier la monnaie au niveau local, de créer les propres règles de création de la monnaie, de créer les propres systèmes de distribution locale de la monnaie citoyenne. Donc ça, c'est un outil fondamental. Et donc ce monsieur Yolande Bresson fait la proposition de créer une monnaie locale au niveau des nations, au niveau des pays d'Europe, de recréer un euro franc sous la responsabilité de la Banque de France, de recréer un euro peseta sous la responsabilité de la Banque d'Espagne, parce que les banques centrales nationales n'ont pas été supprimées lors de la création de la Banque centrale européenne, donc les outils sont là. Et évidemment, on pourrait être tenté de dire, voilà, ce qui serait génial, déjà, peut-être dans un premier temps, ça serait de dire aux banques centrales nationales de faire de la création monétaire ex nihilo d'une nouvelle monnaie locale nationale et de distribuer cette monnaie-là à parts égales entre tous les citoyens. Effectivement, c'est une très bonne proposition. Maintenant, bon, il faut étudier ça, ça va prendre des mois, des années pour se mettre d'accord, pour que ce ne soit pas imposé, mais que ce soit réfléchi démocratiquement. Donc c'est tout un bins. Mais bon, à ce niveau-là, on est tous des colibris. Même les responsables de la Banque centrale, ils mettent leur goutte d'eau, ils affirment leur point de vue, et puis après, c'est à nous de le reprendre ou de pas le reprendre, ou de prendre notre point de vue à nous et de faire autrement. Et voilà. Bon, je vous dis, on est en phase on est en fin d'adolescence. Donc on est en phase d'émancipation au niveau de la société, donc forcément on va faire des bêtises, et puis après on choisira. Oui, c'était je crois Roosevelt qui disait ça juste après la grande crise, qui disait il est temps de tenter quelque chose, et puis si on se trompe on admettra qu'on s'est trompé et on retentera autre chose. Ouais. Cette honnêteté déjà, ce serait pas mal qu'on ait ça au niveau politique. Je crois que c'est lui aussi qui avait dit, ou peut-être un autre président américain, qui avait dit à la fin d'un entretien avec des syndicalistes qui avaient des revendications très précises, qui leur avait dit, bon bah écoutez, maintenant, allez répandre tout ça et forcez-moi à le faire.
Oui, c'est très intéressant. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt exactement l'inverse qui se passe Mm. avec les politiques qui vont dire aux syndicats, calmez-vous, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de faire mes réformes tout seul et ne Ben venez pas oui, m'embêter. On ben voit oui, mais bien non. qu'on a complètement changé, qu'on est passé Ouais, ouais. à des politiques politiciennes et plus des politiques d'État. Comme on disait tout à l'heure, c'est à nous de faire le boulot, hein. Les solutions ne viendront pas d'en haut. C'est évident. C'est pas nous qui avons besoin des politiques, ce sont les politiques qui ont besoin de nous. Et on va accueillir Marcus, qui sera le dernier auditeur pour cette émission. Salut Marcus. Salut Sandre, salut Bonjour à monsieur. toi, on t'écoute. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être concis et court. Je voudrais juste apporter quelques informations au débat d'aujourd'hui. J'ai oublié le prénom de monsieur Gérard Fouché. Gérard Fouché. Je voudrais juste apporter une information. Ce n'est pas un hasard si il a parlé en fait de l'industrialisation et de l'esclavage cet après-midi. C'est pas un hasard. Enfin, je crois pas. Ce n'est pas un hasard si l'esclavage a été aboli et suite à l'abolition de l'esclavage, ça a coïncidé avec l'ère industrielle et la colonisation. Ben non, c'est pas un hasard du tout. Et enfin, moi, je crois pas au hasard. Et j'ai lu dans un livre et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris. Et j'ai su ça il n'y a pas longtemps et je suis vraiment, vraiment surpris. Et c'est pas un hasard, c'était pas pour le bien des hommes et des humains, de la liberté, etc., le blabla habituel. C'est vraiment, vraiment, ça a coïncidé avec l'abolition. L'abolition des esclaves a coïncidé avec l'ère industrielle aux États-Unis, en Europe. Et enfin, c'était ma première question. Et ma deuxième question était, je voudrais juste poser la question aussi à monsieur, vous poser la question, c'est que aujourd'hui, j'ai compris que on a déclaré des guerres souvent à des pays, que ce soit la Libye, etc., à des pays qui n'avaient pas de dette. Par exemple, je veux dire, la Libye n'avait pas de dette. Et souvent, on diabolise des pays comme le Venezuela, l'Iran, certains pays, mais qui ne possèdent pas de dette. Et après l'effondrement de la Libye, le FMI est venu et a imposé une dette. En fait, a imposé une dette. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais juste poser des questions si ça coïncide ou si c'est fait exprès que le FMI que le FMI diabolise ou envahit des pays volontairement pour imposer la dette, l'esclavage par la dette. Et ma troisième question, je vais finir là-dessus, c'est que pensez-vous de la la nouvelle monnaie sur Internet, le Bitcoin? Je ne sais pas si vous êtes au courant, le Bitcoin, le fait d'acheter des Bitcoins au prix, je sais pas, $400, le prix d'un Bitcoin, etc., et l'achat comme ça, la vente par Internet. C'est juste mes trois questions et je vais vous laisser écouter vos réponses. Merci Marcus, merci à toi. Au revoir. Merci de ton appel. Donc vous avez noté les trois questions, Gérard. Bien, on écoute les réponses. Ouais, merci Marcus. Les trois questions sont super intéressantes. L'esclavage qui débouche sur l'ère industrielle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a dit que justement, enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en disant que le fait d'avoir aboli l'esclavage, ça a embêté beaucoup les esclavagistes, bien sûr, qui se sont dit, bon, bah alors maintenant, comment on va faire pour ramasser nos récoltes, etc. Alors il y a Léa qui nous disait tout de suite, bah, de toute façon, ça n'a pas changé, ils sont toujours là, et ils n'ont même plus de quoi de se loger et se nourrir, alors qu'avant, ils étaient logés nourris. Mais ça a aussi, dans beaucoup d'autres circonstances, fait que les esclavagistes ont été obligés de trouver d'autres moyens de continuer à s'enrichir et de récolter leurs récoltes. Et donc ça a fait un sursaut extraordinaire de créativité. Il y a plein de gens qui se sont mis à inventer des moyens de remplacer les esclaves. Et donc associer ça avec les systèmes de monnaie obligatoire et donc le fait que nous soyons que nous ayons de plus en plus été obligés, tous autant que nous sommes, de recourir à la monnaie pour faire nos échanges quotidiens, ça a multiplié les occasions d'échange, ça a multiplié la division du travail, ça a multiplié la productivité, et donc ça a permis de déboucher sur l'ère industrielle, qui était, à l'époque, malgré tous les défauts et tous les problèmes d'exploitation que ça a occasionné, qui était un progrès immense et qui nous a permis très certainement, en quelques dizaines d'années ou en un siècle ou deux, d'avoir un progrès
qui nous aurait peut-être pris 5 fois ou 10 fois plus longtemps en l'absence de ce sursaut de liberté extraordinaire que l'abolition de l'esclavage a occasionné. Donc oui, tout à fait, votre premier point, il est tout à fait juste. Ensuite, les guerres avec le Libye, les pressions sur le Venezuela, l'Iran, etc. Est-ce que ça coïncide avec des questions monétaires? Bah oui, évidemment, évidemment. Bon, ça coïncide beaucoup avec des questions énergétiques aussi, parce que bon, là, curieusement, ces pays-là, bon, quand il y a un problème de guerre civile ou de massacre dans un pays où il n'y a pas de ressources à piller, on les laisse se démerder entre eux. Par contre, quand il y a des choses à récupérer, on va leur apporter la paix et la démocratie avec des avions et des soldats. Oui, ou quand ce pays est sur le trajet d'un pipeline, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait un mini-show il n'y a pas très Justement, longtemps je faisais là-dessus, allusion à ça, oui. sur la Syrie, etc. Donc oui, il faut sécuriser la région pour permettre de faire passer le pipeline qui va permettre de pomper le pétrole. Donc tout ça est lié à des questions géopolitiques et à des questions énergétiques. Mais c'est aussi lié à des questions monétaires, complètement. Je crois savoir, mais bon, je suis pas sûr, hein, c'est peut-être des ragots, qu'au moment où la guerre en Libye a été déclarée, le chef libyen avait des envies de créer une monnaie or pour faire ses échanges avec les autres pays d'Afrique qui Oui, l'entourent. le dinar or, on a beaucoup entendu ça. Le dinar or, oui, alors je sais pas. On l'a beaucoup entendu, j'ai pas réussi à le vérifier, mais parce que- effectivement, c'est une histoire qui revient souvent et qu'on Ouais, entend souvent. Oui. Voilà, et donc il se trouve que quelques semaines après, ce projet-là a échoué, la guerre en Libye a eu lieu, le dirigeant libyen a été éliminé. Et une des premières choses qui ont été faites par les Américains, enfin par les gens qui venaient apporter la paix et la démocratie, ça a été d'instaurer une banque centrale en Libye et donc de créer de la monnaie sous forme de dette. Au Venezuela, bon, on connaît bien la personnalité de Hugo Chavez qui a eu tout le temps des tensions permanentes avec les États-Unis. Bon, là, peut-être que c'était plus pour des raisons énergétiques que monétaires. Et puis, bon, bah, l'Iran, pareil, hein, il y a toute une zone du Moyen-Orient où, effectivement, le Coran déclare que l'intérêt, c'est de l'usure et que c'est quelque chose de tout à fait immoral. Et donc, très certainement, il est tout à fait imaginable qu'en dessous des questions énergétiques et géopolitiques de contrôle de territoire et de ressources, il y ait des questions de contrôle et de monopole de la création monétaire et donc de l'endettement et donc de l'exploitation des ressources par ce moyen-là. Et pour finir, un petit mot sur Bitcoin. Bah, Bitcoin, c'est une monnaie, je dirais, complémentaire et universelle à la fois. On a parlé tout à l'heure très rapidement des monnaies alternatives, des monnaies locales que des citoyens peuvent créer au niveau local, alors soit en l'adossant à l'euro, soit en la créant eux-mêmes ex nihilo et en la distribuant éventuellement, s'ils le souhaitent, sous forme de revenu de base aux citoyens qui veulent y adhérer. Il y a des expériences extrêmement intéressantes en ce moment avec des systèmes de crédit mutuel, etc. Il y a plein de choses qui se passent, ça bouge énormément au niveau de cette prise de conscience-là et des expériences qui ont lieu. Et donc le Bitcoin, c'est une monnaie qui a été mise en place il y a quelques années par un groupe, on ne sait pas par qui exactement d'ailleurs, mais qui fonctionne, qui est un petit peu détourné de son usage de monnaie d'échange, parce que là encore, on est un petit peu dans l'ambiguïté dont on parlait au début de l'émission, l'ambiguïté entre système d'échange, entre unité d'échange et unité de compte, et unité d'accumulation. Et là, on a un problème avec Bitcoin, c'est que comme il est beaucoup plus stable que les monnaies existantes, et en particulier que le dollar, son prix, exprimé en dollars, monte presque sous forme d'une bulle. Oui, il y a encore quelques mois, c'était à peu près un bitcoin pour une centaine de dollars. Voilà. Aujourd'hui, c'est carrément 670 dollars que vaut Voilà. un seul bitcoin. Voilà. Donc le bitcoin, en tant que moyen d'échange, n'est quasiment pas utilisé. La quantité d'échanges qui ont lieu en bitcoin est tout à fait insignifiante par rapport à la quantité d'échanges qui existent dans toutes les autres monnaies. D'ailleurs, c'est souvent pour des choses illégales, type trafic de drogue ou vente d'armes sur ce qu'on appelle le deep web ou le darknet, ça dépend de quel point de vue on se passe. Et effectivement, sur ce réseau caché d'Internet, le bitcoin est la monnaie de référence puisqu'on ne passe pas par des cartes bancaires. Et donc le bitcoin, effectivement, permet d'acheter des
des services de mercenaires ou des armes à feu ou de la drogue. Et c'est peut-être cet usage-là qui est finalement le plus proche de l'usage d'échange, d'une monnaie d'échange. Oui, voilà. Mais bon, on constate que justement le fait que ce soit très tentant d'en accumuler, parce que là, effectivement, c'est une réserve de valeur intéressante, enfin dans la mesure où la bulle n'explose pas, fait que c'est un moyen d'échange qui est quasiment exclusivement en accumulation, accumulé sur les comptes de gens, et qu'il y a très peu d'unités qui circulent. Bon, c'est tout à fait logique, hein, quand on a quelque chose qui double de valeur tous les mois, effectivement, qu'on n'a pas envie de le dépenser, on a envie de le garder, hein, c'est normal, on n'a pas envie de donner au copain qui lui va se prendre la plus-value dans la poche. Donc c'est un petit peu incompatible. Bon, ceci dit, il faut suivre, hein, il faut suivre le futur de cette expérience-là, c'est très intéressant. Le gouvernement américain s'y intéresse de très près parce que si ce système-là se met à devenir effectivement une monnaie d'échange occulte, il y a de fortes chances que le gouvernement américain s'y intéresse de très près et fasse ce qu'il faut pour conserver le monopole du dollar. Mais voilà, tout ça, ce sont des... on peut terminer avec ma théorie du popcorn. Vous savez, quand on a une poêle pleine de popcorn et qu'on veut les faire péter, bien souvent, on attend, puis il n'y en a pas un qui pète. Et là, je crois qu'on est en train, le popcorn est en train de péter dans la poêle, c'est-à-dire on est tous en train de réfléchir à ça, on est tous en train d'échanger des informations, de créer du nouveau, d'imaginer des solutions du futur, et c'est vraiment une époque passionnante, et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, moi, j'en ai passé un excellent. Merci beaucoup. C'est une époque tellement passionnante qu'on en reparlera sans doute tous les deux à ce micro prochainement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Gérard Fouché, d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Je rappelle, le mini-show qu'on retrouve sur YouTube, en tapant tout simplement Gérard Fouché, vous avez accès à tous les mini-shows. Il y en a un paquet depuis 3 ou 4 ans que vous faites ça. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, on peut retrouver tous les mini-shows sur Internet, vos conférences aussi, gesticulées ou non. On les retrouve aussi sur YouTube et sur Internet à divers endroits. Vos articles, vous avez écrit un article pour le site revenudebase.info sur le financement du revenu de base récemment. Donc voilà, votre travail est tout à fait disponible sur Internet, et ce livre qui vient de paraître il y a quelques semaines, Les secrets de la monnaie. Quelles éditions ? Chez Yves Michel. Chez Yves Michel, vous tapez Les secrets de la monnaie, ça sort tout de suite. Chez nos amis de Yves Michel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gérard. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je recevais aujourd'hui Gérard Fouché, comédien, acteur et citoyen engagé pour le revenu de base, les monnaies alternatives et locales, dont on a peu parlé aujourd'hui, mais on refera une émission peut-être pour parler plus de ce sujet-là, qui est très vaste et très intéressant aussi. Reparler du financement du revenu de base et de toutes ces questions passionnantes. J'espère que l'émission vous a plu aujourd'hui. Encore merci, Gérard Fouché, et à très bientôt. Merci Lisande, merci Radio Ici Maintenant, et puis surtout merci à tous les éditeurs qui nous ont appelés. Au revoir. Merci beaucoup. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com.